Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire Expression Livre. Et oui, voilà, dernière Expression Livre de la saison, ne vous inquiétez pas, ou alors plaignez-vous. Nous nous retrouverons à la rentrée après le mois sacré du Ramadan et puis des vacances qui, je l'espère, se passeront bien pour vous toutes et vous tous. Eh bien, il a été décidé par l'équipe d'Expression Livre de finir avec de la fraîcheur, de la jeunesse. En effet, nous avons sur le plateau pour inviter Ania Melimech. Bonsoir Ania Melimech. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Très heureux de vous avoir sur le plateau pour terminer cette saison. Tout le plaisir pour moi. Parce que vous représentez tout l'avenir de la graphie littéraire, en tout cas en langue française, de notre pays. Merci. Vous êtes déjà votre troisième ouvrage. Oui. Le premier, si mes souvenirs sont bons, La nuit aux deux soleils. Alexander. Non, c'est Alexander qui est le premier. Ouais. Alors, Alexander, La chute aux enfers, c'est toujours des titres un petit peu... c'est dur, hein. Qui est paru conjointement à... aux éditions Al-Irtilaf, Oui, que nous saluons, exactement. qui font un excellent travail, Oui. hein, qui est une association également, qui diffuse, qui édite et qui aide énormément de jeunes auteurs, aussi bien jeunes filles que jeunes hommes, beaucoup en langue arabe. Et beaucoup aussi dans la branche scientifique et philosophique. Exact. Des essais, ouais. Branche scientifique, économie, et c'est conjointement également par DIFEF Publishing. Yeah. C'est une maison d'édition libanaise, c'est ça? Exactement, c'est une coédition entre Al-Irtilaf pour l'Algérie et DIFEF pour le Liban. Deuxième ouvrage, La nuit aux deux soleils, ça c'est Dar el-Ma'arifa. Oui. Et puis nous allons parler de votre dernier roman, ouais. Nos âmes, toujours chez ce même éditeur, Dar el-Ma'arifa. Ah, dites-moi, à 17-18 ans, c'est ça? 18 ans dans quelques jours. 18 ans dans quelques jours, déjà 3 ouvrages, 3 romans, chapeau. Bah écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, c'est surtout ça. Dans l'écriture, c'est vrai qu'il y a un peu de chance, mais il y a beaucoup de travail surtout. Oui, non, mais je veux parler du processus de publication. Oui. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance, parce que je connais plusieurs auteurs, c'est-à-dire à travers les cafés littéraires que j'ai fait un petit peu partout en Algérie, j'ai rencontré plusieurs auteurs qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir éditer quand ils ont terminé leur roman. Peut-être que ça tient, mais là c'est des louanges que je vous fais. Peut-être que ça tient aussi à la qualité de l'écriture. Bien sûr, ça tient surtout à ça. Bien sûr. Alors cette année vous passez le bac, bientôt les résultats, hein, dans une dizaine, quinzaine de jours. Et on croise les doigts. On croise beaucoup les doigts. On croise beaucoup les doigts, mais je pense que c'est bon. Je sais, bon, tout dépend de vous, cher correcteur. En tout cas, en graphie littéraire, je pense que vous aurez quand même une bonne note. J'espère. Alors, dernier roman, Nos âmes. On a beaucoup parlé de Alexander, La chute aux enfers dans les médias, dans la presse nationale, et puis beaucoup de ce dernier roman, Nos âmes, parce que c'est le plus abouti en réalité. C'est toujours le dernier, le plus abouti. C'est toujours le dernier qui est le plus abouti, et quand vous en seriez au 154e roman, vous allez dire, oui, c'est celui qui est le plus abouti, Nos âmes, c'est fini, je l'ai oublié, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi, c'est pas... C'était une gamine de 17 ans. Alors, évidemment, vous êtes jeune, vous êtes une adolescente, donc vous écrivez dans Nos âmes sur l'adolescence. Oui. Voilà. Exact. Même à partir du premier roman, j'écris essentiellement sur ça, vu que c'est tout ce que je peux communiquer avec honnêteté, vu que c'est tout ce que je connais. Donc si je... C'est bien ça déjà. Voilà, si je faisais parler à un adulte, il y aurait une part de mensonge, puisque je ne sais pas ce que c'est d'être adulte. C'est très bien d'avoir cette éthique et cette honnêteté intellectuelle. Alors par contre, ce qui est étonnant, mais parce que généralement,
la plupart des romans algériens, je ne dis pas tous, hein, Oui. mais la plupart des romans algériens se situent sur notre territoire national. Hein. Il est assez rare, il y en a eu, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est assez rare qu'on aille Hors frontières. hors territoire national. Hein, et même c'est assez fixé sur, je L'histoire dirais, algérienne. Alger, pour beaucoup. Mais vous, non. Vous avez décidé de situer dans deux pays vos histoires d'adolescents, le Canada, et Exact. particulièrement une ville, Vancouver. Vancouver. Ouais. Hein, pourquoi Vancouver? Vous allez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix. Et ensuite, la France, mais dans une région où, même en France, peu d'écrivains écrivent sur cette région. Dieu sait si elle est belle, hein, et qu'elle a eu de grands écrivains. C'est la Bretagne. Exact. Alors, c'est parce que vous connaissez ces deux régions? Bah, Ou pas du même pas, c'est même pas ça. C'est juste, c'est l'instinct qui m'a mené là. En fait, je me souviens que j'avais pris, je voulais que ce soit en Bretagne. C'était obligatoire. Pourquoi? C'est le climat, en fait. Ah, c'est plus vieux, hein? C'est ça, ça Ah, convient beaucoup vous à aimez l'histoire. il pleut sur Nantes, etc. Oui, oui. Vous écoutez Barbara et vous dites, bon, il pleut sur Nantes. J'écoute pas Barbara, mais j'aime bien la pluie. D'accord, vous aimez bien la pluie. Bon. Donc, je me suis dit que ça devait se passer en Bretagne. Puis, j'ai ouvert Wikipédia, j'ai vu toutes les régions de Bretagne, Lannion, allez, on y va. Et j'ai pris. D'accord. C'est Ouais. Mais alors pourquoi le Canada et Vancouver? Alors, pour Vancouver, je pense que c'était surtout parce qu'à l'époque, je regardais, comme je vous le disais la dernière fois, je regardais Degrassi. Ça se passe au Canada. Ok. Donc, mon subconscient a Vous dû êtes faire dit, tiens, le lien. Je vais situer le début. Mais enfin bon, on n'en parle pas beaucoup de On n'en Vancouver. parle pas beaucoup, voilà. Alors, et puis, vos adolescents, enfin, l'héroïne principale, hein, Mallory Silton, elle a 16 ans, l'histoire commence à Vancouver, Oui. et puis vous décrivez son milieu familial, un père très souvent absent, pas qu'il n'est pas sympa, Pas tellement. Je pense qu'elle n'a pas vraiment eu l'occasion de le connaître oui. au Je fil crois qu'il des la connaît ans. lui-même, même pas. Voilà, donc c'est des parents touristes. Oui, les parents touristes. Ah, ça, c'est pas mal comme expression. C'est bien une expression d'adolescent. Vous être content, vos parents. Bon, eux, ils sont Vos parents pas ne sont pas concernés. non, Eux, ils sont pas je crois pas. concernés. C'est des parents citoyens. Parfait. Alors, et puis une mère qui aime les mondanités. Oui, un but d'elle-même. Enfin, un peu. C'est très superflu, quoi. Sa vie n'a rien de profond. Exactement. En fait, l'histoire que je lui vois, moi, à Capucine, la maman de Mallory, Ouais. c'est que c'est une Bretonne, en fait, qui a été séduite par un Canadien, qui est parti avec lui, qui a vu un nouveau monde. Donc, et puis, Donc elle a des étoiles dans les yeux par rapport à ce nouveau monde, et puis elle oublie sa campagne exactement. bretonne, D'ailleurs, ses origines. on voit que quand elle revient à la fin du roman, pour elle, la Bretagne, c'est fini. fini, c'est bon. Alors, ce qui est terrible, c'est que dès le début du roman, nos âmes, c'est qu'en fait, ces deux parents qui sont en fait des missionnaires. Oui, des missionnaires, totalement. Complètement. Hein. Totalement. Au lieu de trouver une solution, de parler avec Mallory, leur fille, qui a 16 ans, vont s'en débarrasser, comme un bagage. Exact. Exactement. C'est terrible, cette histoire. Bah oui, mais en même temps, je pense que c'est des parents, non seulement démissionnaires, mais en détresse. Ils savent pas quoi faire. Ils n'ont aucune idée de quoi faire avec cette fille. C'est ça. Totalement Il ne lui out. parle pas. Il ne lui parle pas. Il ne s'occupe pas d'elle, Non. il ne s'occupe pas de ses études, il s'en fiche complètement. Exactement. D'ailleurs, on voit que son grand frère a fugué. Alors, on va Et qu'il voir il a été Noah, majeur, il c'est est ça? parti. Noah, exactement. Alors, Noah, son grand frère, Il est parti. voilà. Puis on ne sait même pas où il est.
il donne plus de nouvelles. Il dit, bon, comme disait Coluche, que si ma famille ne veut pas de moi, qu'elle se rassure, moi non plus, je n'ai pas envie d'elle. Alors, il part et puis plus personne ne sait. Alors, on la met dans l'avion comme vraiment un paquet, Ouais. hein, et on l'envoie chez la sœur de sa mère, sa tante, Oui. qui vit dans une petite ville de Bretagne. Hein. Oui. C'est même pas une grande ville. Hein. Exact, c'est un village. Petite ville, pratiquement. oui, pratiquement un village. Hein. Ouais. Elle la connaît pas du tout, cette tante. Pas du tout, exact. Mais je pense que ses parents n'ont pas pensé à tout ça. Eux, ils voulaient juste qu'elle parte, c'est tout. Oui, c'est ça. Et c'était pas vraiment parce qu'ils n'avaient plus envie d'elle, vu qu'ils la voyaient jamais. C'était parce qu'ils avaient peur de ce qui allait advenir de cette fille Oui. qui n'a sa place nulle part, qui est totalement fermée. Je pense qu'ils avaient plus peur de ça, parce qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît Alors, pas. racontez-nous justement le caractère de cette Mallory Silton, parce que ça, c'est très important. Ça Oui. va être même le plus important dans le roman. Hein. Alors, donc, devant ses parents qui ne veulent pas d'elle, en Ouais. fait, qu'est-ce qu'elle devient? Quel devient son caractère? Moi, je vois Mallory comme une personne introvertie, très renfermée. Et je la vois comme une tortue. C'est-à-dire, quand elle a peur, elle se met dans sa carapace. Et personne ne peut rentrer. Ouais. Et puis, je la vois aussi agressive quand elle est menacée. Ouais. Je la vois très... comment dire je la vois à fleur de peau, en fait. C'est comme ça que je la vois, Mallory. Je la vois en détresse, en perdition. Donc, c'est un peu une boule de confusion. Et puis, l'adolescence n'aidant pas, Ouais. ça fait des ravages. C'est ça, oui. En fin de compte, mais est-ce que vous, dans votre tête, Ouais. quand vous l'avez construite, cette Mallory, c'est quelqu'un qui se pose... Parce qu'on a l'impression qu'elle ne se pose pas du tout de questions sur son avenir. Non, non. Elle est ballottée, comme on dit. Hein. Ouais, je pense que... Déjà, c'est une personne qui attend. Toujours une personne qui attend. Parce qu'elle ne veut pas continuer sur le même chemin, sur le chemin sur lequel elle est déjà. Elle attend que quelque chose change. Et c'est justement ce qui va se produire. Donc, je ne pense pas qu'elle fasse de projet à Vancouver ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est une personne qui réfléchit beaucoup sur les autres, mais pas vraiment beaucoup sur elle. Ouais. Alors, bon, votre personnage est canadienne, vous la situez au départ à Vancouver, Ouais. d'accord, mais je présuppose, hein, je ne sais pas, mais que son caractère, je ne dis pas que vous avez dû prendre quelques parties de son caractère ou de sa situation hein, dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire vous en tant que jeune Algérienne Oui. adolescente. Oui. Hein. D'ailleurs, chaque personnage dans nos âmes a quelque chose de moi. J'ai laissé un petit Ouais. peu partout. Parce que, Ou d'amis à vous, ou de connaissances à surtout, vous. exactement, Ouais. l'environnement joue beaucoup. Parce que j'ai la tendance, plutôt j'ai manie, d'observer beaucoup les gens. Ouais. Et d'ailleurs, mes amis Ah, se c'est bien la méfient maintenant. curiosité. Vous avez Pourquoi scruté, tu me là. regardes? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes l'entomologiste des âmes et des caractères de vos amis. Et donc vous les épinglez de temps en temps comme des papillons. Ah bah, vont être contents quand ils vont regarder l'émission. Ils vont vous regarder avec d'autres yeux. Hein. Ils vont se méfier. Ils se méfient, justement, ils ont peur maintenant. Très bien. Alors, vous en parlez également comme quelqu'un qui rêve d'aventure. Oui. Hein. Je dirais que son personnage, comme ça, ce serait une sorte d'Indiana Jones. Hein. Oui. Elle voudrait parcourir le monde, Exactement. vivre des aventures un peu hors... Hors du commun. Hein. ouais, Je pense qu'elle est inspirée surtout par Noah sur ça. ouais. Parce que Noah, c'était son héros. Elle passait plus de temps avec son frère qu'avec ses parents. Ouais, il a pris son sac à dos, il a fugué. Il a hop, pris son sac à dos, au il est revoir et parti. merci. Exact. Donc, Ouais. je pense que sa quête de voyage, de liberté, c'est un peu sa quête de Noah. Elle veut retrouver son frère, en quelque sorte. Puis peut-être parce que vous dites aussi, elle déteste la normalité. Oui. Hein. Oui. Et peut-être qu'elle avait une vie tellement bien réglée comme du papier à musique à Vancouver. Donc elle se dit, bon, je sais que c'est de telle heure à telle heure, je vois pas mes parents, il n'y a rien de spécial. Exact. Hein. Bon, alors pourquoi ne pas partir ailleurs, en fait? Oui, et je pense aussi que malgré le fait que sa vie soit réglée comme ça, comme du papier à musique, elle avait une liberté, c'était sa réflexion.
Donc, Oui. elle pouvait s'échapper où elle voulait, il suffisait qu'elle aille dans un parc ou un truc comme ça, et puis elle pensait à plein de choses. Et je pense que c'est ça, l'ennui crée beaucoup de réflexions en fait. Bien. Bon, quand je verrai des jeunes adolescentes et adolescents s'ennuyer, je me dirai, hein, dans Ils sont en sa pleine montée, je réflexion. me dirai, tiens, ils s'ennuient. Quand ils vont s'ennuyer, ils sont en pleine réflexion. Exactement. Ouais, bon, très bien. Ils sont en train de naviguer ailleurs. Voilà. Voilà. Alors, donc, conflit, mais son père est fort sympathique, hein, Patrick. Ouais, voilà, il est pas- c'est un gaillard qui a eu des enfants sans s'en rendre compte, je Oui, pense. je crois que c'est ça. Il a autre chose à faire. Alors, elle débarque en Bretagne. Hein. En fait, elle ne connaît pas du tout sa tante. Non, je pense qu'elle a dû l'apercevoir quelques années Ouais, auparavant, mais c'était- sans plus. C'est ça, oui. Je la connais pas, non. Du tout. Du tout, du Et tout. puis sa tante a une fille. Oui, Marianne, Alors, elle, la petite sainte Nitouche. ouais, elle, c'est totalement différente. Ah, mais c'est Elle, l'Est et l'Ouest. elle, en fait, elle est très, on peut dire qu'elle est même très couvée Oui, par sa mère, exact. hein, la tante de Mallory. Mais elle est le contraire de votre héroïne, c'est-à-dire qu'elle adore la normalité. Ouais, c'est l'antipode en fait. Ouais. Parce que, C'est la sage. voilà, Marianne, en fait, elle a été élevée dans le même entourage depuis qu'elle a ouvert les yeux, c'est toujours les mêmes personnes. Et puis, elle a une mère, Pauline, j'aime la voir comme la femme féministe avec un grand F qui n'a eu besoin de personne pour faire sa vie. J'élève toute seule mon enfant. D'ailleurs, elle a été ce mère qui est vrai, célibataire. Ce qui est vrai, oui. 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 Et puis, voilà, donc elle a dû inculquer ça à sa fille, elle a dû l'élever, la couver en la dirigeant à sa vie toute seule. C'est-à-dire, elle l'a préparée à vivre toute seule, chose que Capucine n'a jamais fait. Non. Voilà. Donc, Marianne a beaucoup de respect pour sa mère aussi. Puis elle a beaucoup peur de sa mère aussi, il faut le dire. Parce que j'ai eu l'impression que, entre ces deux personnages, Mallory et Marianne, que l'une, Mallory, bon, il semble hein, que ses parents soient aisés, même plus Ouais. que cela. Donc c'est l'argent qui a fonctionné. Ouais. Hein, c'est-à-dire que bon, du moment que tu ne manques de rien sur le plan financier, Tu n'as pas à parler. je ne vois pas pourquoi tu as des demandes de quoi? Exactement. D'amour, qu'on t'entoure, qu'on te pose des questions sur ce dont tu as envie, non, rien, tes centres d'intérêt, etc. Alors que, voir qu'Amandine avec sa fille, il semble que ce soit un peu le contraire. Oui. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la belle vie, Non. hein, mais justement, elle est très entourée. Oui, d'ailleurs, on voit que Pauline passe beaucoup de temps chez Estelle, la maman des Marquis. Bah oui. Donc c'est une grande famille. Alors oui, et tout d'un coup, vous construisez autour de Mallory, qui elle est dans son cocon, une famille Ouais, hein, qui s'appelle les Marquis. exactement. Hein. Et alors cette famille, c'est vraiment genre famille où la maison est ouverte. Ouais. Ça me rappelait presque le livre de Marie Cardinal, vous savez, La clé sur la porte. Bah voilà, Je ne sais pas si vous connaissez je connais pas, mais l'expression c'est la clé résume sous la bien porte. ça. Bon, c'est une histoire vraie qu'elle raconte, Ouais. la romancière Marie Cardinal. Elle dit, à un moment donné, j'ai élevé seul mes enfants, etc. Ils avaient des amis, des copains, etc. Ouais. Et tout ça. Et donc, j'avais décidé de laisser ma maison ouverte et je laissais la clé sur la porte. Et quel que soit le jeune qui voulait venir, hein, pour parler, pour passer un moment, pour rester une semaine, 10 jours, je ne lui posais jamais la question de savoir s'il était en train de fuguer, si ses parents savaient, etc. Et puis, évidemment, ça n'a pas toujours très bien tourné. Oui. Bah Non, oui. mais je pense quand même que la clé est sur la porte pour certaines personnes. Voilà, c'est ça. quand Estelle même. ne prend pas de risque. Pas complètement. Alors, il y a tout un monde que vous construisez. Hein. Le centre névralgique, c'est la mère, Estelle. Ouais. Hein, Ouais. qui est un peu C'est la copine de tout le monde. c'est la copine de tout le monde, elle comprend tout le monde, elle est à l'écoute en tout cas, Oui. hein, Ouais. de ses enfants, des amis de ses enfants, Les enfants des autres. une grande liberté d'esprit, hein, très ouverte, Très ouverte, mais ouais. quand même maman poule. Bah oui, puisque elle aussi a un mari absent, mais
c'est totalement différent vu que son mari est absent. Ah oui, Pas il a un par choix, poste, il a un poste de important. ministre important, enfin en tout cas de Il a la un poste grand important, commis de donc l'État, donc vit il dans n'est un pas avion, là en fait. très souvent, Voilà. mais donc elle joue un double rôle. Oui, elle. d'ailleurs, David le dit, il dit que maman, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma copine, c'est tout. Et c'est essentiellement ça qu'elle a réussi à créer, c'est que c'est devenu le tout de la maison. Mais j'ai l'impression que quand vous racontez ça, c'est comme si vous racontiez, si vous vouliez dire, ou en tout cas, dites que vous êtes très observatrice, ce qui est vrai, puisque tout votre roman est construit comme ça, sur l'observation des autres, hein, des états d'âme des autres, que c'est un petit peu ce dont rêve hein, un peu tout adolescent, tout adolescent, c'est-à-dire d'avoir un lieu et une personne autour de laquelle, bon, en même temps, le mentor, la maman, la sœur, ça peut pas être obligatoirement une femme, hein, ça peut être un homme, etc. Mais une sorte de lieu de rencontre, comme si une sorte de café littéraire, mais familial, je dirais, et sentimental, hein, où tout le monde peut s'exprimer, et c'est une sorte de doux rêve d'adolescent. Oui, en quelque sorte. Non, vous inquiétez pas, de toutes les époques, tous les adolescents ont eu ça. C'est-à-dire, ont toujours rêvé d'avoir comme ça une sorte d'une famille où on pouvait aller discuter et trouver soit réconfort, soit sollicitude, soit avis ou conseil. Je sais pas, moi personnellement, j'aime beaucoup. Non, je ne parle pas de vous à titre personnel, mais des gens que vous connaissez. Sûrement, c'est clair. D'ailleurs, maintenant, ils se retrouvent plus dans les cafés que chez l'un ou l'autre. Ouais. Mais moi, personnellement, je suis beaucoup plus repliée. Je me sens en sécurité chez moi. Non, mais vous savez, c'est la vieille rengaine des parents. Eh ben, je suis parent, donc je connais la musique. Oui, la maison n'est pas un hôtel. Exact. Tu fais ta vaisselle. Bon, il faudrait quand même que, bon, tu ne viens pas juste pour dormir ou pour manger. Hein. Alors, le monde du lycée. Ah oui. C'est loin tout ça. C'est loin tout ça. Ah ça y est, parce que vous avez... non, j'ai passé le bac, c'est bon. Hein. Non, je rigole. Mais votre roman, est-ce que c'est quelque part l'idée de dire, bon, je suis arrivé au terme du monde du lycée, de cette adolescence-là, parce qu'on va voir que beaucoup de vos personnages sont comme vous, en terminale, ou en tout cas ou en première, ce qu'on appelle l'ancienne première, hein, c'est-à-dire à 1 an avant le bac ou préparant le bac, puisqu'il y a un moment donné où ils passent le bac. Hein. Il y en a qui l'auront, il y en a qui ne l'auront pas. D'ailleurs, petite anecdote, environ 1 semaine avant le bac, j'ai relu Nos âmes, justement pour préparer notre émission radio. Quand je suis arrivée au chapitre de la préparation du bac, je l'ai refermé, je l'ai posé. Non, ça risque de porter malheur, c'est ça. Non, ça m'énervait de relire ça. Parce que je nageais en plein dedans, en fait. Donc, En tout cas, vous avez très bien reproduit cela, hein, c'est-à-dire cette atmosphère pré-bac où incroyablement, c'est pas tellement, ce que vous racontez, c'est ça qui est très intéressant. C'est pas tant, bon, voilà, on est en train de potasser, voilà, on est en train de trucs, on angoisse pour le bac, etc. Mais c'est que, puisqu'on est dans une situation de stress, dans les rapports, soit sentimentaux, soit d'amitié, etc., il y a une sorte de gradation. Ah, tout devient dramatique. Tout devient dramatique. Oui, parce que je pense que... Alors que ce sont des drames que je peux vous assurer que dans 10 ans, ça vous paraîtra tout à fait, pas ridicule, mais avec une sorte de nostalgie un peu rigolote, en disant, bon, je ne sais pas pourquoi je m'en suis tant fait. Je vais vous dire une chose, c'est ce que je me dis en ce moment. Tellement de choses qui sont passées, je me dis, mais c'était bête, en fait, on s'est fait du souci pour rien. Mais c'est ça la jeunesse. Et puis c'est ça aussi la maturité. Et puis c'est ça la maturité. Hein. Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est bien. Oui, non,
C'est ça, c'est bien, c'est bien. Je dis pas le contraire. Et puis surtout, on peut pas encore, parce que je pense qu'on arrivera peut-être un jour, mais on peut pas maîtriser ses émotions. C'est nos émotions qui nous maîtrisent en fait. Non, puis c'est magnifique, les émotions de l'adolescence, qu'elles soient des rapports d'amitié ou des rapports amoureux comme ça, qui sont très platoniques, des regards qui s'échangent. Non, mais tant que ça reste, comment dire, je trouve que maintenant, ma génération, mes amis, pas mes amis, pardon, les gens que je connais, se font beaucoup de soucis pour des choses, mais futiles. Les futilités. Futiles. Une fille qui vient, qui pleure, oui, on s'est disputé, c'est la fin. Ouais. C'est rien, c'est rien du tout. Oui, mais... Parce que chacun va partir de son chemin, sur son chemin, c'est pas un problème. Donc, jeunes adolescents, dites-vous que la vie est longue. Zèle, doucement. C'est bien, vous avez... Mais alors, peut-être que c'est pour ça que vous avez voulu écrire ce roman avec tous ces personnages, avec leurs faiblesses, et puis en disant, bon, c'est bébête, quoi, leurs attitudes, etc. Pour vous dire, peut-être qu'il faudrait que j'écrive cela pour, une fois pour toutes, me débarrasser de cette période, c'est-à-dire en me disant... c'était pas si grave que ça, et que je pense que personnellement j'ai atteint un point de maturité, ou en tout cas de distanciation par rapport à tout cela. Bah écoutez, moi, mes romans, à chaque fois que je termine un roman, je classe quelque chose en moi, dans ma construction de moi-même. Et avec Alexander, c'était le deuil. J'ai perdu mon grand-père. Donc grâce à Alexander, j'ai réussi à fermer ce chapitre-là. Puis grâce à nos âmes, je pense que j'ai enfin accepté la différence sur tous les plans. Parce que je suis passée moi aussi par le passage de Mallory où je me disais mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, je ressens pas aux autres, je suis pas, c'est-à-dire je suis pas intéressée par les mêmes choses que les autres. Mais je suis arrivée à un point où je me dis bah tant mieux. Si on acceptait tous notre différence, ça ajouterait à la richesse de notre génération en fait. Ben, je pense que... Vous pensez franchement que c'est un âge, l'adolescence, où on est parmi un des âges où on est le plus intolérant? Oui, beaucoup. Beaucoup. D'ailleurs... C'est étrange ça, parce que généralement, hein, la jeunesse, elle devrait être la plus tolérante possible. Eh ben non, parce que... La plus ouverte possible. Chaque malaise que j'ai, je le renvoie sur vous. Et chaque malaise que vous avez, vous le renvoyez sur le prochain. C'est comme ça, c'est la chaîne de l'engueulade, comme l'appelait Barney Stinson. Est-ce que vous allez voir, ma question va vous paraître peut-être totalement stupide. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, beaucoup plus chez les jeunes adolescents, c'est ce qu'on appelle le phénomène de mode. C'est-à-dire, il n'est pas habillé comme moi, ou il n'a pas le même téléphone portable, c'est ringard, moi c'est bien, etc. Et tout ça, alors qu'on voudrait être le plus différent possible, hein, mais il y a une sorte de dichotomie, un paradoxe complètement fou, c'est que si on n'est pas semblable à l'ensemble, on est relégué. Et donc on ne veut pas être relégué parce qu'on ne fait pas partie d'un groupe. Parce que ça, c'est important ce que vous dites dans votre roman. Il y a des clics. Ah oui. Partout. Il y a une page, je vous dis tout de suite. Il y avait dans la cour cela, il y avait cela, il y avait ceci, etc. Alors maintenant, il faut s'intégrer à un groupe. Et Mallory ne s'intègre pas à un groupe. Non. Du tout. Elle va vers les non-intégrés. C'est ça, ceux qui ne s'intègrent pas, mais qui vont quand même former un groupe. C'est ça qui est étrange. Exactement. On n'est pas comme les autres, donc formons un groupe. Voilà, pourquoi pas. Et puis, je pense que leur groupe est ouvert. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été balayés par les autres, allez, venez. Vous êtes les bienvenus. C'est une sorte... Et pour revenir au phénomène de mode, j'ai vu moi-même, de mes propres yeux, une fille regarder les baskets de quelqu'un et dire « Ah non, c'est pas des originales, laisse-le. » Oui, c'est ça, voilà. Comment ça, original, pas original? Tu peux les chausser pour marcher, c'est des originales. C'est tout. C'est incroyable, ça. Bah oui, mais c'est... Je pense que ça, c'est le revers du capitalisme, de tout ça. On est tous devenus matérialistes. Bon, moi, j'essaye un petit peu de... Vous savez qu'il y a une chose que j'ai remarqué. J'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le monde, et j'arrive pas
pouvoir faire, si je ne me dis pas dans ma tête que je suis dans cette ville-là, hein, Ouais. c'est-à-dire que je suis à Milan, que je suis à Paris ou à Nantes, ou je suis à la sortie d'un lycée d'Alger, par exemple, je suis pratiquement incapable de pouvoir faire la différence au niveau de la tenue vestimentaire, et y compris même des attitudes des jeunes lycéennes et lycéens. Ouais. Collégiens et collégiennes. C'est parce qu'ils sont à peu près habillés pareillement. Ils ont les mêmes attitudes. pareillement. Oui, ils ont les mêmes attitudes, les mêmes façons d'être, alors qu'il y a 50 ans, vous saviez tout de suite ou dans quel pays vous vous situiez. Hein. Bien que moi, je trouve que ça, c'est bien. De pouvoir s'intégrer partout. Moi, je trouve que c'est bien au sens où on est dans une époque où c'est très facile de voyager. Ça prend 2 heures pour aller en France, par exemple. Donc, c'est bien de pouvoir s'intégrer un peu partout. Ouais. À mon avis, c'est positif. Ouais. C'est le fameux... par exemple, je suppose que vous connaissez ça, le système Erasmus. Hein, le système Erasmus, c'est dans toute l'Union européenne, par exemple. Ils ont créé un système, c'est-à-dire que vous demandez à partir, vous êtes allemand, vous demandez à partir faire vos études à Barcelone, etc. Et puis d'un coup, on voit une dizaine de nationalités différentes qui vivent généralement en colocation, parce que comme c'est très cher, hein, et donc on voit une étudiante tchèque qui va à Dublin pour suivre des études, etc. Ça s'appelle le système Erasmus, ou dit encore communément l'auberge espagnole. C'est dans un cadre d'échange. Ça vous tente. Moi, je trouve que l'idée est extraordinaire. Et puis c'est surtout inévitable, parce que maintenant, avec la mondialisation, avec Internet, avec tout ça, on a des copains partout. Donc c'est vraiment impossible, à part pour la Corée du Nord peut-être, de garder les gens dans leur pays mentalement. Moi, par exemple, comme vous le dites, déjà, des fois, je marche dans la rue et puis je suis à Alger. Oui, c'est ça. Oui, on aurait pu penser que pour un étranger, il vous dira, oui, à part quelques quartiers peut-être d'Alger, où c'est assez spécifique, il vous dira, franchement, la rue d'Ibouch Mourad à Alger ressemble à n'importe quelle ville méditerranéenne. Les gens sont à peu près habillés de façon similaire, si ce n'est la langue qui différencie. Sinon, et c'est ça, en fait, je pense, le noyau du conflit en Algérie. C'est qu'on a du tout au tout. On a des contradictions partout. Alors qu'on devrait peut-être construire ensemble au lieu de vouloir se désintégrer les uns les autres. Oui, n'avoir que des apports extérieurs. Voilà, au lieu d'avoir cela versus ceci, devraient être tous ensemble. Oui, mais peut-être que vous ne savez pas, vous, qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a, je ne sais pas si vous allez juste dans les 2 pays du Maghreb, je ne parle que, par exemple, que de 2 choses, la musique et la littérature. Hein. Elle est très présente dans les 2 pays du Maghreb qui nous entourent, vous savez. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais je peux vous assurer que si vous vous baladez à Marrakech, à Tanger ou à Hammamet, 50% de la musique qui passe, c'est de la musique algérienne, soit rap algérien, je parle de la musique nouvelle, soit rail, etc. Hein. Tenez-vous bien, dans les mariages asiatiques, maintenant il y a du rail. Il y a du rail, voilà. Donc vous voyez que, parce que nous peut-être qu'on s'en rend pas assez compte. Hein. Et puis regardez, le succès qu'ont certains de nos grands écrivains algériens dans des pays comme la France, etc. On prend Assia Djebal aux États-Unis. Voilà, Assia Djebal aux États-Unis, qui aurait pu penser qu'Assia Djebal aurait eu un succès aux États-Unis, très franchement. Exactement. Et puis je peux vous assurer que la dernière fois, j'étais en train de regarder, de feuilleter un programme de télévision édité en France, hein, les journaux spécialisés, des trucs, etc. Et il parlait d'un ouvrage, etc. Non, il parlait de l'Algérie vue du ciel. Voilà. Et puis, à un moment donné, il disait, en bas, et puis, dans ce cadre-là, il faudrait lire
le dernier livre de l'auteur algérien excellentissime de Kamal Daoud, Meursault contre enquête. Comment il est arrivé jusque-là? Oui, je me suis dit, c'est quand même complètement étrange, parce que franchement, c'est même pas une revue, c'est rien, c'est un truc, c'est un programme de télévision tout à fait courant, banal, c'est même pas de haute qualité, de haut niveau. Pourquoi parle-t-il de Kamal Daoud? Je pense que c'est sa maison d'édition qui fait du bon boulot. Oui, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bien sûr, tant mieux, on en veut comme ça, nous aussi. Bah, bien sûr, j'espère que... Alors, quand même, votre Mallory, elle a la nostalgie de son pays. Oui, beaucoup, beaucoup, ouais. C'était sa seule amie, Vancouver, en fait. Oui. Au bout du compte. Ouais. Donc, mais c'est marrant parce que vous ne dites rien de ses amis ou de son monde. Bah non, elle n'en avait pas en fait, elle avait des connaissances. Alors pourquoi aurait-elle la nostalgie de Vancouver, du Canada? Je pense déjà que ses premiers jours à Lannion, elle a été en état d'urgence, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde lui manquait, tout lui manquait, elle était dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, donc tout ce qui pouvait être familier était le bienvenu. Et puis doucement, on voit qu'elle commence à s'habituer aux gens, et là c'est que la ville qui lui manque. Ouais. Ouais. Donc elle aurait bien aimé déporter les amis de Lannion et les mettre à Vancouver. Je crois que ça c'est l'utopia de... Mais généralement les adolescentes et les adolescents, c'est pas un âge où on a beaucoup la nostalgie de son enfance. Bah si. Si, quand même. C'est bien plus tard qu'on commence à avoir... C'est quand on vieillit vraiment, quand on commence à avoir la nostalgie. Parce que quand on est dans l'adolescence, on veut vivre à 100 à l'heure, et donc à la limite, on veut un peu se débarrasser de son enfance. On veut plus vieillir. Personnellement, si on me donnait le choix, je reviendrais volontiers. Ah oui? Ah oui, c'était cool. Très bien. Bon. Vous êtes une des rares, hein, je peux vous le dire, hein, parce que généralement, le rêve secret de tout adolescent, c'est de vite entrer dans ce qu'on appelle... Ah voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on avance vers l'âge adulte, soit on revient vers l'enfance. Oui. Mais l'adolescence, c'est vraiment c'est devenu un chaos. Je vous le dis très honnêtement, c'est devenu le chaos. Parce qu'à votre époque, par exemple, vous dites que vous viviez à 100 à l'heure, c'est ça? Oui. Maintenant, on ne peut plus vivre à 100 à l'heure. On peut pas. Il y a les autres qui sont omniprésents partout. Il y a le jugement de tout le monde, des adultes, des enfants, des ados. Donc, et puis surtout les séries américaines. Oui. Elles ont joué un grand rôle dans ça. Ouais. Les clics, pourquoi elles se sont multipliées? C'est à cause de ça. Donnez-moi juste un film américain qui parle de l'adolescence, il n'y a pas des clics. Ouais, non. Donc voilà. Merci l'Amérique. Oui, c'est soit... Oui, c'est la violence, quoi. En quelque sorte, puis c'est surtout les préjugés. Est-ce que c'est pas... Parce que là, je me remémore votre roman à nos âmes, Annie à l'image. À part en réalité Mallory, parce qu'à un moment donné, on la voit en train de jouer du violon, d'apprendre, elle est même assez... elle est douée. Oui. Et puis l'autre, son amoureux, Marc, Transi. Quelque sorte. Pas celui-là, l'autre, Julien, qui peint, qui semble bien être un intello, qui lit, on a bien l'impression. Tous les autres ne sont pas beaucoup dans l'idéologie. Hein. Bah, Claire est la fille du prof, donc elle est musicienne elle aussi. Oui. Marc est très grand lecteur. Oui, c'est vrai. Ouais. On remarque que peut-être... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont un talent, justement. Qu'ils ont, des prépositions plutôt pour un talent artistique. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Mais ça, vous pensez que ça peut venir d'où, hein, que le monde adulte ne les détecte pas ou ne fait pas assez attention à eux pour les pousser dans ces voies de création créative. Là, pour une fois, je vais épargner les parents et je vais viser l'école. Parce que c'est à l'école de faire ça, normalement. Moi, je me souviens qu'en préparatoire, on dessinait, on coloriait. D'ailleurs, à partir de 5 ans, je savais que je n'étais pas faite pour le dessin. C'est grâce à l'école. Mais maintenant, je vois que... Excusez-moi, mais certains professeurs bâclent totalement leur rôle.
C'est-à-dire, maintenant, en dessin, oui, bon, dessine si tu veux, dessine pas si tu veux. Je ne parle même pas de la musique. La musique, c'est même plus du tout C'est un enseigné. luxe. Moi, j'étais dans un CEM où on n'avait pas de musique. Ouais. On a été tous dirigés vers le dessin. Oui, c'est terminé. C'est hein. malheureux. Ouais. Donc, je pense que c'est... Existe-t-il encore des profs de musique dans les Très rare, collèges? très Je ne sais rare. même pas si ça existe Très rare. encore. C'est le rôle de l'école, ça. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. L'éveil. Exactement. Ouais. C'est- Alors, ce qu'on appelle des peines de cœur, on va Ouais. dire. Ah, même pas quelquefois, c'est même pas des histoires d'amour, parce qu'à cet âge-là, c'est quand même pas. On n'en est pas à Roméo et Juliette, ça finit pas dans le drame, quand même. Mais c'est vrai que les peines de cœur en adolescence, dans l'adolescence, c'est terrible, hein. Ouais. Alors, avertissement, encore une fois, en tant que vieux père. Hein. Moi, ma fille, quand elle était adolescente, je me suis dit, c'est ridicule. Pourquoi elle se met dans cet état-là, etc. Mais en fait, psychologiquement parlant, il faut faire très attention parce que c'est d'une fragilité comme un fétu de paille à cet âge-là. Hein. Bah oui. Malheureusement, on peut le voir pas seulement en Algérie, mais dans tous les pays du monde, pour des choses qui paraissent aux parents pas du tout graves, ça finit en drame. Très souvent. Ouais. Et les statistiques sont là. Ça finit en drame pour des trucs qu'on pense D'ailleurs, d'être il y a une phrase que dit un personnage dans la série Once Upon a Time. Il dit « L'amour a tué plus que n'importe quelle maladie Ouais. ». Et c'est vrai. C'est terrible, oui. Ouais. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est un passage obligé. Moi, je pense qu'on devrait juste un peu... D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire avec nos âmes. Ouais. On devrait un peu calmer les gens. Ouais. Doucement, tu as encore toute ta vie devant toi. Vas-y doucement, voilà. Tout doucement. Ouais. C'est ça qu'on devrait faire. Moi, j'essaie de calmer les gens qui sont autour de moi déjà. Donc, il faut relativiser. Voilà, il faut penser au long terme un petit peu. Il ne faut pas juste penser au bout de son nez parce que... Moi, je sais que là, ce que je vais vous dire là, beaucoup de gens vont sauter au plafond, beaucoup de parents vont sauter au plafond, peut-être certains jeunes, etc. Mais c'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup de drames par rapport à un examen qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas eu. Hein, et donc ça finit vraiment en grand drame. Et puis, très vite, j'ai relativisé les choses par rapport à ma fille. J'ai toujours dit, tu sais, que tu aies une licence à 24 ou à 25 ans, franchement, que tu rentres dans la vie sociale à 28 ou à 29 ans, je veux te dire que quand tu auras 28 ou 29 ans, tu t'en apercevras même pas. Exactement. Donc, le problème, ce n'est pas de dire c'est catastrophique, mais c'est de dire pourquoi ça a raté. Parce que j'ai pas assez travaillé, parce que je ne me suis pas mis dedans, parce que, oui, c'est vrai, j'ai fait l'impasse, c'est de tirer les leçons, hein, qui n'est pas un échec, mais pour moi, mais qui est, bon, on est passé à côté. Bon, tant passons à autre chose maintenant, progression. Mais culpabiliser un enfant ou un adolescent en disant c'est parce que tu vaux rien, etc. Et comment on espérait que tu aies ton bac ou ton BEM à tel âge, etc. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous dire qu'à un an près, je ne sais même pas à quel âge j'ai commencé à faire mon premier métier. Je m'en souviens. Je peux confondre jusqu'à 3 ou 4 ans. Ouais. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas peur, plutôt, leur honte, on va dire, entre guillemets, c'est vis-à-vis des autres, c'est même pas vis-à-vis de leur fils, ils s'en foutent à quel âge il aura son bac. C'est ce que l'autre va dire. Voilà, exactement. Voilà, c'est le fils d'Ahmed, il a eu son bac à 23 ans. C'est pas de voir d'abord son enfant. Mais je trouve que tout ça dans votre roman est merveilleusement bien, vraiment bien décrit, c'est-à-dire que il faut toujours, pour moi la leçon que j'en ai tirée de votre roman, c'est il faut vraiment faire très attention à la sensibilité de ces jeunes adolescentes et adolescents. C'est-à-dire que si je ne savais pas quel âge vous aviez quand vous aviez écrit ce roman, j'aurais pu me dire, c'est quelqu'un qui a peut-être entre 25 et 30 ans et qui raconte d'une autre façon, dans d'autres lieux que l'Algérie, son adolescence, hein, sa jeunesse de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un... Et c'est ça qui m'a étonné. C'est parce que quand même, surtout la fin, que je ne dévoile pas, qui est d'une
plus que grande maturité, c'est-à-dire parce que vous mettez deux personnages devant un choix qui est cornélien quand même. Hein, et c'est là qu'ils deviennent des adultes en réalité, parce que ils font le choix. Il faut laisser. Du moins l'un, parce qu'il y a une suite, vous remarquerez que... Il y a une suite. Oui, je suis en train d'écrire justement. Ah, alors quoi, ça va être nos états d'âme, nos tourments d'âme, nos âmes mortes, Non, comme Gogol? Non, pas encore, pas encore. Non, quand même pas. Reste vivante, les âmes. Mais vous êtes bien avancé dans le prochain? Bah, je suis au chapitre 5. Ah, c'est déjà pas mal, oui. Je sais pas, ça va encore prendre du temps, peut-être 2016, Inch'Allah, on verra. Ça va. Il ne faut pas se presser. Non, il ne faut pas se presser, surtout pas. Puis vous avez d'autres perspectives, bah oui. Vos perspectives universitaires et le choix de votre futur. Donc, bah, ouais. Exact. Il nous reste quelques minutes, Ania Malimesh. Est-ce que c'est quelque chose, si d'aventure, vous auriez de plus en plus de succès, d'estime, de succès public, est-ce que vous pourriez envisager de devenir réellement une romancière à plein temps ou pas? Bah, je sais pas en fait, on sait jamais de quoi demain est fait, mais je sais une chose, c'est que même si j'arriverai à un stade où j'écrirai... où je dévouerai tout mon temps. Oui, mais imaginons que votre travail futur soit si prenant que faut prendre du temps pour écrire. Hein. Oui. C'est moi qui vais vous l'apprendre. C'est vrai. Puisque vous êtes à votre 3e roman. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Ou vous dites non, c'est parce que j'ai envie d'écrire? Je ne sais pas encore. En tout cas, je sais que je veux avoir un métier dans la poche. C'est une excellente réponse. Parce que... non, parce qu'elle est vraie, dans le sens où elle est honnête, en disant laissez-moi encore le temps. Voilà, une fois que j'aurai mon diplôme, une fois que je serai en sécurité de ce point-là, on verra. Peut-être. Peut-être, on verra bien. Et ça vous a un peu monté à la tête de savoir que, parce que quand même ça a été très médiatisé, que vous étiez la plus jeune romancière de langue française éditée, parce qu'il y a d'autres jeunes romancières en langue française, mais malheureusement elles ne sont pas éditées. C'est exactement ce que je disais au début. Donc éditée en Algérie et même avec une coédition dans une maison d'édition libanaise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Je vais te dire, quand même, je suis pas mal. Je vais continuer d'être honnête. Bon, dire que ça fait plaisir à l'ego. Ah oui, hein. La maison, c'est qui la plus jeune romancière? C'est vous, c'est moi. Non, mais sinon, je prends ça comme un honneur. Aussi, c'est une responsabilité. C'est que maintenant, je dois montrer la bonne image de mon pays, de mes compatriotes. Oui, et puis vous êtes obligé de faire... attention. Encore mieux dans la qualité littéraire. Hein. Voilà, je vois vous ne pouvez pas vous dire, bon, tiens, je vais écrire un livre comme ça, juste... non, je pense que même sans ça, mon objectif, c'est comme Guillaume Musso le dit souvent, c'est que je suis mon premier lecteur. Il faut que mon livre me plaise. Si ça ne me plaît pas, je ne publie pas. Ouais. Très bien. On arrive au terme de l'émission. Ania Malimesh, Nos âmes, aux éditions El Ma'arifa. Je rappelle le titre des 2 premiers ouvrages. Alexander, La chute aux enfers, conjointement publié par Al-Irtilef et Difa Publishing, une maison d'édition libanaise. Et enfin, La nuit aux 2 soleils, toujours chez Dar Al-Ma'arifa. Avant de nous quitter, j'ai un petit cadeau pour vous. En fait, c'est pas moi. Hein. Enfin, c'est moi qui ai pensé, mais c'est la personne qui vous en fait cadeau. Alors, ça a été travaillé par Belkacem Ben Sedira. C'est paru aux éditions Dar Al-Khatab. Qui est lui-même écrivain, monsieur Khatab, pardon. Il vient juste de sortir, et c'est un dictionnaire français-arabe-algérien. Et c'est cool. Assez rare. Alors voilà, c'est la maison d'édition. Merci beaucoup.
Khattab qui vous l'offre. Ah Il y a même merci une beaucoup, dédicace monsieur Khattab. de l'éditeur. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, c'est un petit peu. Mais c'est magnifique, c'est mon premier cadeau d'anniversaire. Voilà. Et puis c'est peut-être un signe avant-coureur bénéfique pour l'obtention de votre bac. Justement, moi je serais pour que la langue nationale soit l'arabe algérien. Mais j'en suis tout à fait d'accord, c'est bien pour ça que je vous ai offert ce dictionnaire, parce que je sais que vous défendez notre langue nationale, parce que c'est une langue nationale. Bien sûr, c'est la langue la plus parlée, on ne peut pas dire le contraire. Absolument. Voilà, ça a été un vrai plaisir, Ania. Tout plaisir est toujours pour moi, monsieur. Merci encore d'être venu sur le plateau. Merci à vous. De Expression Livre. Voilà, bon dernière émission. Je vous souhaite à vous, Ania, à vos parents, à toute votre famille, à vous de même, ainsi qu'à vous tous, téléspectatrices, téléspectateurs, un excellent mois de Ramadan, en famille, entre amis, et avant l'heure, eh bien, je vous souhaite également un excellent Aïd. À vous de même. Et de très bonnes vacances. Je vous dis à la rentrée, j'espère. Et puis voilà, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Restez bien calés dans votre fauteuil pour la suite des émissions de votre chaîne préférée, Canal Algérie, bien sûr. Allez, à septembre prochain. Au revoir. Merci encore. Vivez les aventures de Madame Joséphine